Ma belle-sœur a été agressée 2 fois, a laissé une lettre qui a fait renier ma nièce par mon frère, alors je l'ai recueillie et élevée. 16 ans plus tard, mon frère est revenu et a exigé la maison de la jeune fille. Pour commencer, ma belle-sœur, Zara, était une personne incroyablement chaleureuse et généreuse. Elle m'accueillait toujours avec gentillesse et me faisait sentir comme une sœur dès le premier jour où je l'ai rencontrée. Au fil des années, comme nous étions toutes les deux des femmes qui travaillaient, nous sommes devenues incroyablement proches et passions nos week-ends à faire du shopping ou à déjeuner ensemble. Zara a toujours été très en forme et prenait extrêmement soin de sa santé. C'est pourquoi, lorsqu'elle a reçu la nouvelle dévastatrice de son diagnostic de cancer du sein, cela nous a tous profondément ébranlés. Nous nous sommes tous rassemblés autour d'elle pour lui apporter notre soutien dans sa lutte contre le cancer. Je me suis fait un devoir de lui rendre visite régulièrement pendant ses séances de chimiothérapie, pour passer du temps avec elle ou m'occuper de ma petite nièce dès que je le pouvais. Lors d'une de mes visites chez elle, alors que nous étions assises dans son salon, elle m'a partagé une nouvelle qui m'a brisé le cœur. Sa voix tremblait lorsqu'elle a révélé que ses médecins lui avaient annoncé une mise à jour accablante. Son cancer était agressif et résistant au traitement. Il lui avait donné un pronostic avec très peu d'espoir. Le poids de ses mots planait dans l'air, et je peinais à trouver les bons mots pour la réconforter dans ce moment vulnérable. Je lui ai demandé ce que je pouvais faire pour lui faciliter les choses. Ses yeux, d'habitude si pleins de chaleur et de rire, reflétaient maintenant un mélange de peur et de résignation. Elle m'a dit qu'elle était reconnaissante pour tout ce que j'avais fait pour elle et qu'elle regrettait de devoir me confier un secret qu'elle avait gardé caché de tout le monde. Je lui ai dit fermement qu'elle n'avait rien à s'excuser et que je ferais tout pour elle, sans poser de questions. C'est à ce moment-là qu'elle m'a confié un secret qu'elle n'avait jamais révélé à personne, même pas à ses propres parents. Elle m'a avoué que, des années auparavant, pendant ses années universitaires, elle avait subi une expérience traumatisante qui la hantait depuis lors. C'était lors d'une fête, une nuit brouillée par trop d'alcool, lorsqu'elle s'est retrouvée victime d'une agression sexuelle. L'agresseur portait un masque, ce qui lui rendait impossible de l'identifier. Le traumatisme de cette nuit-là avait laissé des cicatrices profondes qu'elle avait portées en silence pendant des années. Alors qu'elle racontait les événements de cette soirée fatidique, je l'écoutais, horrifiée. À l'époque, elle était en couple avec mon frère, donc naturellement, elle s'était tournée vers lui pour chercher du soutien et du réconfort, espérant qu'il serait la seule personne au monde à la comprendre. Cependant, au lieu de trouver du réconfort dans ses bras, elle a été confrontée à l'incrédulité et au blâme. Mon frère ne pouvait pas comprendre comment un autre homme avait pu la violer de cette manière. Sous le choc, il a commencé à lui poser des questions sur ses actions. Il a sous-entendu que c'était peut-être sa tenue ou son comportement envers cet homme à la fête qui avait incité l'agression. Il refusait de croire qu'un homme pouvait faire cela à une femme sans qu'elle n'ait donné un quelconque signal. Ma belle-sœur a été dévastée qu'il la questionne de cette manière. Le poids de la honte et de la culpabilité, injustement placé sur ses épaules par quelqu'un qu'elle aimait, n'a fait qu'aggraver son angoisse. Malgré cela, elle a rassemblé le courage de signaler l'agression à la police et a même subi un examen médical qui a corroboré ses déclarations sur l'agression, car elle voulait que l'agresseur soit puni. Cependant, malheureusement pour ma belle-sœur, elle vivait dans un quartier universitaire où les fêtes étaient courantes et où des milliers d'étudiants se mêlaient la nuit, donc la police n'a pas pu identifier l'agresseur masqué, malgré tous ses efforts. De plus, personne à la fête n'a voulu témoigner en sa faveur. Par conséquent, l'enquête n'a mené nulle part, et ma belle-sœur n'a jamais obtenu justice. À l'époque, ses parents étaient encore en vie et étaient les seuls à la croire. C'est ainsi qu'elle a réussi à surmonter la profonde honte de ce qui lui était arrivé. Selon elle, après des mois de discussion avec mon frère à propos de l'incident, il a fini par s'excuser de sa réaction initiale. Il a admis qu'il aurait dû mieux réagir et lui faire confiance, et il lui a promis de mieux la soutenir à l'avenir. Malgré la tension dans leur relation, elle ne voulait pas mettre fin à leur histoire et a décidé de lui pardonner. Les années qui ont suivi, bien que mon frère ait essayé d'être présent pour elle, elle a toujours été hantée par cet incident. J'étais dévastée en entendant cela, car mon frère ne m'en avait jamais parlé. Ma belle-sœur m'a expliqué comment mon frère n'aimait jamais évoquer cet incident et lui avait même demandé de toujours garder ce secret, comme si c'était quelque chose de honteux. J'ai doucement serré sa main et lui ai dit que je ne la jugeais pas pour ce qui s'était passé, car ce n'était jamais de sa faute.
Elle m'a souri tristement et m'a dit qu'elle avait encore plus à me révéler. Elle a parlé avec hésitation, comme si chaque mot était à la fois une confession et une supplication pour être comprise. Elle a ensuite révélé qu'elle avait été à nouveau agressée sexuellement après le premier incident, mais cette fois par son ancien patron à son travail précédent. Je me souvenais de la période, 2 ou 3 ans plus tôt, où elle avait soudainement quitté son emploi, même si elle avait toujours aimé son poste. Elle ne m'avait jamais dit pourquoi, jusqu'à ce moment-là. Ses mains tremblaient en racontant la peur et l'impuissance qu'elle avait ressentie pendant cette deuxième agression. Elle m'a dit qu'elle était engourdie de choc pendant tout l'incident et qu'elle n'avait pu bouger qu'après la fin de l'agression. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle fuyait la scène dans une sorte de brouillard, son corps tout entier tremblant sous le poids de ce qui venait de se passer. Elle a décrit s'être sentie déconnectée de tout, comme si elle vivait cette épreuve en dehors de son propre corps. Plus tard, lorsqu'elle s'est assise dans sa voiture en pleurant, ses premières pensées se sont tournées vers mon frère. Elle savait, d'après sa dernière réaction, qu'il la blâmerait à nouveau. Elle m'a dit comment la honte l'avait envahie quand elle a réalisé qu'elle avait laissé un autre homme la violer sans son consentement. Elle se sentait impure et dégoûtée d'elle-même. Cette fois, le traumatisme a eu un impact bien plus important sur sa santé mentale, car, contrairement à la première fois, elle n'avait plus personne à qui se confier. Ses parents étaient décédés et elle avait peur de s'ouvrir à mon frère. En conséquence, elle est tombée dans une profonde dépression et a même fait quelques crises de panique. Ma belle-sœur m'a confié qu'elle avait longuement hésité à porter plainte contre son agresseur et à le faire arrêter ou à protéger son mariage. Puis, 3 semaines plus tard, elle a découvert qu'elle était enceinte. À ce moment-là, elle savait avec certitude que l'enfant n'était pas celui de mon frère. Le poids de cette réalisation l'a encore plus déprimée. Elle ne savait pas comment annoncer la nouvelle à mon frère, car elle pensait qu'il demanderait sûrement le divorce. À cause de sa santé mentale en déclin, ma belle-sœur avait résolu de mettre fin à ses jours. Elle m'a raconté comment, à cette époque, elle se sentait tellement désespérée qu'elle n'avait plus la force de mettre fin à la grossesse. De plus, elle ne voulait pas que les gens découvrent ce qui lui était arrivé. J'écoutais son histoire en retenant mes larmes, n'arrivant pas à croire tout ce qu'elle avait traversé en silence, sans que personne ne s'en rende compte. Ma belle-sœur a poursuivi en me racontant la soirée où elle avait décidé de mettre fin à ses jours avec des somnifères. Cependant, tout a soudainement changé lorsque mon frère a découvert, par hasard, les tests de grossesse positifs dans la salle de bain. Au lieu d'attendre une explication, il a commencé à sauter de joie, exprimant son bonheur à l'idée qu'elle soit enceinte et qu'ils puissent enfin fonder une famille ensemble. Enveloppée dans sa jubilation et son étreinte, elle n'a pas eu la force de détruire son bonheur avec la vérité. Elle m'a plus tard confié la honte qu'elle ressentait de ne pas avoir eu le courage de lui dire la vérité ce jour-là, ni au cours des 2 dernières années, que l'enfant n'était pas le sien. Ma belle-sœur m'a raconté comment, chaque fois qu'elle voyait les moments tendres entre sa fille et mon frère, son cœur se brisait de nouveau. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle s'excusait d'avoir menti à mon frère et à tout le monde. Elle s'est même qualifiée de lâche et de perdante, disant qu'elle ne méritait pas une famille aussi merveilleuse que la nôtre. D'après elle, elle sentait que le fait de contracter un cancer était la punition divine pour ses mensonges. Elle m'a dit qu'elle finirait par tout avouer à mon frère avant de mourir. Cependant, avant cela, elle voulait que je lui fasse une promesse. Elle m'a pris les mains et m'a supplié de m'occuper de sa fille après son décès, car elle n'avait plus de famille. Ses parents et grands-parents étaient morts depuis longtemps, et elle disait que j'étais son seul espoir pour prendre soin de sa fille si mon frère refusait de l'accepter après avoir appris toute la vérité. J'étais profondément bouleversée par tout ce que j'avais entendu et j'ai pris un moment pour tout assimiler. En tant que femme, je ressentais une profonde empathie pour tout ce qu'elle avait traversé. Je savais qu'elle disait la vérité, car elle était en train de mourir et avait besoin de se libérer de tout ce poids. Bien sûr, je comprenais qu'elle avait menti à mon frère pendant tout ce temps à propos de la paternité de l'enfant, mais elle était clairement pleine de remords. Et à ce stade, il n'y avait rien d'autre que je pouvais faire que de lui assurer que je tiendrais ma promesse et que j'élèverais ma nièce, si nécessaire. Elle a poussé un soupir de soulagement après que je lui ai fait cette promesse. Au cours des semaines suivantes, à mesure que sa maladie progressait, j'ai continué à lui rendre visite, m'accrochant à l'espoir qu'elle s'en sortirait, même si la réalité de sa condition devenait de plus en plus évidente. Malgré tout, elle est restée aussi courageuse que possible. Finalement,
elle est décédée paisiblement dans son sommeil. Son absence a laissé un vide, mais son esprit continue de m'inspirer à vivre cette vie avec compassion et gratitude. Elle m'a appris que, même dans les moments les plus sombres, il peut y avoir des moments de grâce et de beauté, à condition que nous ayons la force de les voir. Elle était plus qu'une belle-sœur pour moi, elle était une amie et une véritable confidente. Après son décès, mon frère m'a partagé le contenu d'une lettre laissée par ma belle-sœur, révélant la vérité douloureuse qu'elle m'avait déjà confiée. C'était une révélation déchirante pour lui d'apprendre que l'enfant qu'il avait accueilli avec tant de joie n'était pas biologiquement le sien. Sa douleur et sa colère étaient palpables alors qu'il luttait pour faire face à cette nouvelle réalité, aggravée par la récente perte de son épouse. Dans son chagrin, il ne pouvait plus se résoudre à tenir le bébé. Au lieu de cela, il a informé nos parents et moi-même qu'il allait l'abandonner. Je lui ai dit fermement que ma belle-sœur voulait que je prenne soin de ma nièce, donc si lui n'en voulait plus, je m'en chargerais. C'est ainsi que j'ai accueilli ma nièce chez moi, sans hésitation. J'étais tellement triste pour elle, car elle venait de perdre sa mère et n'avait plus aucun autre membre de la famille. Elle avait besoin d'un environnement stable et aimant. Plus tard, lors de la lecture du testament de ma belle-sœur, les émotions étaient déjà à fleur de peau, car tout le monde savait déjà que ma nièce n'était pas biologiquement la fille de mon frère. De nombreux membres de la famille étaient divisés à propos de cette révélation. Cependant, ma belle-sœur n'était plus là pour subir leur colère. Selon son testament, elle avait pris des dispositions claires pour l'avenir de sa fille, laissant tous ses biens et ses ressources accumuler au fil des ans pour le bien-être de sa fille. Étant donné que ma belle-sœur avait hérité à la fois de ses parents et de ses grands-parents, elle avait une somme d'argent considérable à léguer. À la grande déception de mon frère, rien ne lui avait été attribué, une décision qui n'a fait qu'accentuer sa douleur et son sentiment de trahison. Il s'est exclamé à voix haute qu'il était injuste qu'elle ne lui laisse rien. Dans son testament, ma belle-sœur avait explicitement mentionné qu'elle me confiait la gestion de ses fonds si j'étais disposée à m'occuper de sa fille. J'étais surprise par cette nouvelle, tout comme tout le monde présent. Je suppose que c'est pour cela que ma belle-sœur voulait que je lui fasse cette promesse, quelques semaines avant son décès, pour qu'elle puisse modifier son testament en conséquence. Elle avait raison de faire confiance à ses instincts et de ne pas laisser mon frère accéder à ses fonds, car si c'était le cas, il n'aurait jamais permis à ma nièce de recevoir quoi que ce soit et l'aurait abandonnée sans argent. Comme mon frère n'était pas disposé à continuer de s'occuper de l'enfant, j'ai finalement obtenu la garde complète de ma nièce, avec l'accès aux fonds financiers que j'avais reçus, j'ai pu m'occuper d'elle toutes ces années. Mon frère a essayé de se battre avec moi concernant l'argent que ma belle-sœur avait laissé, car il pensait avoir droit à au moins la moitié. Cependant, le juge ne l'a pas écouté. Dans un accès de colère, mon frère m'a dit qu'il ne voulait plus avoir affaire à la fille de ma belle-sœur et a insisté pour qu'il ne veuille plus jamais voir mon visage, affirmant que je l'avais trahi en prenant soin de la fille. Je lui ai fermement dit que je regrettais toute la douleur qu'il ressentait, mais que je ne reviendrais jamais sur la promesse que j'avais faite à ma belle-sœur. Je reconnaissais que ma belle-sœur avait eu tort de cacher la vérité à mon frère, mais, avec elle désormais décédée, je croyais fermement que l'enfant ne devait pas porter le fardeau des actions de ses parents. C'est pourquoi mon objectif a toujours été de fournir un environnement aimant et stable à ma nièce, la protégeant des complexités du passé. Au fil des années, j'ai veillé à ce que ma nièce ait tout ce qu'elle souhaitait, en utilisant les fonds laissés par ma belle-sœur. J'ai également acheté pour elle une maison qu'elle héritera pleinement lorsqu'elle atteindra la majorité. Je n'ai épargné aucun effort pour l'envoyer dans les meilleures écoles et prendre soin d'elle comme si elle était ma propre fille. Je ne me suis jamais mariée et j'ai dédié toute ma vie à élever ma nièce. Malgré tous mes efforts, ma nièce a parfois, de manière compréhensible, des questions sur ses parents, en particulier son père. Elle ressent l'absence de mon frère, mais elle comprend également que, dans ces circonstances, les relations ne peuvent pas être forcées. Ma décision de prioriser le bien-être de ma nièce a tendu mes relations avec le reste de ma famille. Ils ont tous choisi de couper les ponts avec moi et ne m'invitent plus à aucun événement, car ils estiment que mes actions sont mal avisées et que j'ai choisi ma nièce plutôt que ma propre famille. Même mes propres parents pensent que j'aurais dû renoncer à ma nièce et m'ont à plusieurs reprises dit à quel point ils sont déçus que j'élève l'enfant de quelqu'un d'autre, qui n'a fait que mentir à mon frère. Comme vous pouvez l'imaginer, ces dernières années ont été une période difficile où j'ai dû naviguer entre ce que je croyais juste et les conséquences de ces décisions sur mes relations familiales. Cette année,
Alors que ma nièce approche de son 18e anniversaire, je ressens une certaine satisfaction à l'idée de lui transférer tous ses biens, y compris la maison que j'ai achetée pour elle, conformément aux volontés de ma belle-sœur. C'est un jalon que je prépare depuis longtemps. Je sens que j'ai fait tout ce que je pouvais jusqu'à maintenant pour la protéger, et qu'elle est désormais prête à prendre ses propres décisions. La semaine dernière, de manière inattendue, mon frère m'a contacté en me disant qu'il avait besoin de me parler de quelque chose de très important. Mon cœur a battu plus fort et j'ai pensé qu'il avait peut-être réalisé ses erreurs et voulait se reconnecter avec moi et ma nièce, après toutes ces années. J'ai accepté de le rencontrer, mais je ne voulais pas que ma nièce le sache et nourrisse de faux espoirs avant de découvrir la véritable raison de sa visite. J'ai donc organisé une rencontre pendant qu'elle serait à l'école. Lorsque mon frère est arrivé, il y avait un mélange d'anticipation et de chaleur sincère alors que nous échangions quelques banalités. Mon frère m'a dit qu'il s'était remarié et j'ai été agréablement surprise d'apprendre qu'il avait désormais 2 enfants. Il m'a montré des photos d'eux, et ses fils lui ressemblent énormément. J'étais un peu blessée qu'il ne m'ait pas invitée à son mariage, mais j'ai aussi compris qu'il avait fait ce qu'il devait faire après la trahison de ma belle-sœur. Au cours de notre conversation, je ne pouvais m'empêcher d'exprimer ma fierté en partageant les réalisations et les progrès de ma nièce au fil des années. J'ai raconté à mon frère comment elle demandait parfois de ses nouvelles et combien elle était mature pour son âge, en espérant qu'il me dirait qu'il voulait la rencontrer, peut-être. Cependant, malgré mon enthousiasme à partager ces nouvelles positives, il semblait peu intéressé par ma nièce. Il m'a interrompu, changeant brusquement de ton pour une voix plus sérieuse, et m'a dit que la raison pour laquelle il était là n'était pas de parler de ma nièce, mais de demander la possession de sa maison. Je l'ai regardé, les yeux écarquillés, tandis qu'il continuait à expliquer que lui et sa famille avaient récemment perdu leur maison et que nos parents lui avaient déjà prêté beaucoup d'argent au fil des ans, alors il ne pouvait plus se tourner vers eux pour obtenir de l'aide. Comme il savait que j'avais acheté cette maison avec l'argent de ma belle-sœur, il pensait que c'était juste que ma nièce et moi lui cédions cette maison, afin qu'il puisse y loger sa grande famille, tandis que nous pourrions déménager dans un endroit plus petit. Je lui ai demandé pourquoi il pensait qu'il pouvait nous demander quelque chose d'aussi absurde. Mon frère a continué à se justifier en disant que, dans le passé, il avait beaucoup fait pour ma belle-sœur, mais selon lui, cette femme n'était qu'une sangsue. Je savais que cela n'était pas vrai, car ma belle-sœur avait toujours eu un travail et payait sa part de la maison lorsqu'elle vivait avec mon frère. Même pendant ses traitements de chimiothérapie, elle payait ses propres dépenses et avait une assurance santé. Je lui ai fait remarquer cela et je lui ai dit qu'il était injuste d'attendre une maison en échange, alors qu'il n'avait même pas pris la peine d'élever ma nièce après le décès de ma belle-sœur. Cela l'a mis encore plus en colère. Il m'a dit que, en tant que sœur, je devrais cesser de porter une bougie pour une femme morte depuis longtemps et plutôt aider sa famille à obtenir cette maison avant que ma nièce n'ait 18 ans. Il m'a pressé de voir les choses de son point de vue et a affirmé que cette maison lui appartenait de droit. Mise à jour 1. Tout d'abord, je suis époustouflée par la gentillesse de tous dans mes messages privés et dans les commentaires. Merci de m'avoir fait sourire. Ensuite, je ne peux pas vous dire combien de femmes m'ont contacté pour me parler de ce qu'elles ont vécu et de leur soutien envers ma belle-sœur. Je voudrais donner à chacune d'entre vous un gros câlin et enlever votre douleur. Les agressions sexuelles sont la pire chose qui puisse arriver à une femme, et je souhaite que quelqu'un ait pu aider ma belle-sœur à l'époque. Elle n'était pas une mauvaise personne et ne méritait pas ce qu'elle a traversé. C'est triste que je doive même la défendre, mais juste parce que vous n'avez jamais été victime d'agression ne signifie pas que cela n'arrive pas à d'autres. Ma belle-sœur a fait preuve d'un courage incroyable lors de la première agression, malgré le traumatisme. Cependant, le deuxième incident l'a profondément ébranlée, et elle a réagi comme la plupart des victimes, paralysée par la peur. Je souhaite vraiment qu'elle se soit sentie suffisamment en sécurité pour m'en parler plus tôt, car je l'aurais soutenue de toutes les manières possibles. Savoir ce qu'elle a vécu me brise le cœur, et j'aurais voulu être là pour elle dans ces moments sombres. Quant à certains d'entre vous qui qualifient ma belle-sœur de traîtresse et ne croient pas à son histoire, je prie pour que vous ne viviez jamais une telle expérience traumatisante et que des gens vous accusent ensuite de mentir. Si ma belle-sœur avait réellement eu une liaison, elle aurait pu me demander de contacter l'homme pour la garde de l'enfant après sa mort. De plus, s'il y avait eu une liaison, cet homme aurait probablement réclamé sa fille, surtout en sachant combien d'argent ma belle-sœur avait laissé à sa fille. Je suis certaine que, si cela avait été le cas,
elle aurait voulu que sa fille connaisse son père biologique et m'aurait confié cette information. Mise à jour 2. J'ai eu une conversation avec ma nièce et je lui ai expliqué que mon frère était venu me parler récemment, et que sa véritable intention était de prendre possession de la maison. Je l'ai avertie de rester vigilante au cas où il tenterait de la contacter. En écoutant cela, j'ai vu la colère et la douleur dans ses yeux. Elle avait gardé espoir pendant des années, croyant que son père reviendrait vers elle parce qu'il se souciait d'elle. Mais maintenant qu'elle savait que son retour était motivé par ses propres besoins, elle se sentait trahie. Je n'arrive pas à y croire, m'a-t-elle dit, la voix tremblante d'émotion. Après tout ce temps, il ne me contacte que lorsqu'il a besoin de quelque chose. Elle m'a assuré qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Elle m'a aussi dit à quel point elle était reconnaissante que sa mère n'ait rien laissé à son père dans son testament. Elle m'a ensuite pris dans ses bras et m'a remercié pour tout ce que j'avais fait pour elle au fil des ans. Ces mots étaient à la fois déchirants et réconfortants à entendre. J'avais les larmes aux yeux en réalisant que, malgré la douleur causée par les actions de son père, elle était forte et déterminée à aller de l'avant sans lui. Mise à jour 3. Après avoir parlé avec ma nièce, j'ai décidé d'envoyer un email détaillé à mes parents et à mon frère, documentant tout et clarifiant ma position. Dans cet email, j'ai résumé nos récentes conversations et souligné qu'il n'avait aucun droit de me demander de céder la maison de ma nièce à mon frère. J'ai expliqué que cette demande équivalait à une fraude financière et j'ai clairement indiqué que je prendrais des mesures légales si mon frère tentait de me rendre visite ou d'approcher ma nièce à nouveau pour demander la maison. J'ai rappelé à mon frère qu'il avait renoncé à tous ses droits lorsqu'il avait choisi de ne pas s'occuper de sa fille. J'ai également partagé les nombreuses difficultés que j'avais rencontrées en élevant ma nièce seule, sans aucune expérience préalable. J'ai décrit les défis émotionnels, financiers et logistiques que j'avais surmontés pour lui offrir un foyer stable et aimant. J'ai encore rappelé à mon frère qu'il n'avait jamais payé de pension alimentaire ni même cherché à savoir comment sa fille se portait pendant toutes ces années. J'ai insisté sur le fait que lui et mes parents devraient avoir honte de vouloir prendre quelque chose qui ne leur appartenait pas. J'ai souligné qu'il n'avait aucun droit d'intervenir soudainement et de faire des demandes après tout ce temps, surtout lorsqu'il n'avait rien fait pour son bien-être et son éducation. L'email était long et sincère, témoignant des sacrifices que j'avais faits pour ma nièce. J'ai réaffirmé mon engagement à continuer de la protéger et d'honorer les volontés de ma belle-sœur, quoi qu'il arrive. Mon message était clair et sans équivoque, ils avaient perdu le droit de faire partie de la vie de ma nièce en raison de leur négligence et de leur manque de soutien, et ils n'avaient plus de place dans son avenir. Je n'ai jamais reçu de réponse après avoir envoyé cet email. Cependant, mon frère et mes parents ne m'ont plus contacté, ce qui est suffisant pour moi. Leur silence en dit long, et je suis soulagée d'avoir enfin un peu de paix et de savoir qu'ils ne vont plus interférer dans la vie de ma nièce. Quant à ma nièce, elle est occupée à se préparer pour son bal de fin d'année et sa fête d'anniversaire qui approche. L'avoir traversé ces moments excitants me remplit d'une immense fierté. Je suis si fière de la femme qu'elle est devenue, et j'ai hâte d'être présente à chaque étape importante de sa vie future. Je suis déjà émue rien qu'en pensant à tout ce chemin qu'elle a parcouru et à quel point elle ressemble maintenant à ma belle-sœur, surtout au niveau des lèvres et des sourcils. Je vois la force et la résilience de ma belle-sœur en ma nièce chaque jour. J'espère simplement qu'elle pourra être aussi courageuse que sa mère, quoi qu'elle fasse.